Bonjour à tous, je suis Farid Yaker de ONU Environnement, basé à Paris, et je travaille dans la division ressources et marchés de ONU Environnement. Et je vais présenter ce cours sur la consommation durable et les modes de vie, comment atteindre les objectifs de développement durable à travers une meilleure consommation, un changement de nos modes de consommation et de production. Ce cours vous est proposé dans le cadre du programme des Nations Unies pour le développement, et je me fais un plaisir donc d'être avec vous aujourd'hui. L'intitulé général du cours, du MOOC comme on dit en anglais, est écologisation de la consommation et de la production. Et nous sommes sur la session francophone. Alors, je vous ai dit que je faisais partie de ONU Environnement, en anglais UN Environment. Nous sommes une des plus petites agences des Nations Unies, et peut-être nous ne sommes pas la plus ancienne. Nous avons été créés en 1972 pour faire entendre la voix de l'environnement dans le système des Nations Unies. Notre siège se trouve à Nairobi, au Kenya, mais comme je vous le disais, je fais partie d'une division qui est basée à Paris, qui s'occupe donc de ressources, d'industrie, de marché. Donc nous avons des collègues qui travaillent sur l'énergie, des collègues qui travaillent sur la réduction de la couche, enfin la lutte contre la réduction de la couche d'ozone, et moi-même qui travaille sur tout ce qui est mode de consommation et de production durable. Nous agissons comme un catalyseur, un défenseur, un éducateur, un facilitateur pour promouvoir donc l'utilisation rationnelle du développement durable au niveau mondial. Notre rôle est d'évaluer les conditions, les tendances environnementales, de développer des instruments, de renforcer les institutions, de transférer des connaissances et des technologies, et de mettre en place de nouveaux partenariats et de nouvelles manières de voir, de nouvelles approches, en partenariat notamment avec la société civile et le secteur privé. Notre mission, donc, c'est d'assurer le leadership et d'encourager le partenariat dans la prise en charge de l'environnement, en inspirant, en informant, en permettant aux nations et aux peuples d'améliorer leur qualité de vie sans compromettre celle des générations futures. Nous sommes, par exemple, responsables de l'organisation des grandes conférences de parties, ce qu'on appelle les COP, les conférences de parties, sur la biodiversité, sur le climat. La COP 21, dont vous avez certainement entendu parler, est organisée par ONU Environnement. Aujourd'hui, on va parler de consommation et de production durable, et je vais essayer de vous donner quelques clés pour comprendre quels sont les problèmes qui se posent en relation avec la consommation et la production durable, quelles sont les réponses politiques que nous essayons d'apporter, que ce soit les gouvernements ou les organisations internationales, telles que les Nations Unies ou les banques de développement. Ensuite, on va essayer de faire voir ce que font certains acteurs individuels, le secteur privé, les entreprises et les consommateurs, pour essayer de produire ce changement vers des modes de consommation et de production plus durables. Tout d'abord, il faut bien rappeler que on ne peut pas rester sur le cours actuel des choses. Ce qu'on appelle en anglais business as usual, pardon, en français qu'on traduirait par l'activité habituelle, l'activité courante, n'est plus une option. Nous avons une proportion de 60% des écosystèmes qui sont endommagés. Nous avons un risque d'augmentation de la température de 3 degrés. Et surtout, nous avons une augmentation très rapide de la population mondiale. Nous sommes autour de 7 milliards. Nous risquons d'être autour de 9,5 milliards vers 2050. Et ce n'est pas tant l'augmentation du nombre de personnes qui est préoccupant, mais c'est le fait que, tout d'abord, il y a une urbanisation, donc on a affaire à des consommateurs urbains, et une augmentation considérable de la classe moyenne. Ce qui dit classe moyenne dit personnes, ménages
avec un fort pouvoir de consommation, donc qui pourrait avoir un impact important sur les écosystèmes, sur l'extraction de ressources, comme vous le voyez, et sur les niveaux de pollution de la planète. Il faut donc passer d'une vision où on traite les problèmes à une vision où on prévient les problèmes. Et là, vous voyez un schéma qui s'intitule la boussole de développement durable et qui montre bien cette pyramide et qui indique que l'idéal, l'option à privilégier se situe vers le haut. Donc, il faut une sortie par le haut de nos problèmes. Privilégier la prévention. Quand il s'agit de la consommation, il vaut mieux ne pas consommer plutôt que de consommer des choses qui sont inutiles. Ensuite, essayer sinon de minimiser donc, les déchets ou la consommation. Essayer de réutiliser. Hein, c'est ce qu'on fait quand, par exemple, pour des roues, on fait une réutilisation. Pour des véhicules qu'on répare, on fait une réutilisation. C'est dans le domaine aussi électronique. On peut, à faible coût, essayer de remettre en service donc un équipement et de le réintroduire dans le circuit de consommation. Si on ne peut pas réutiliser donc le matériel, par exemple l'achat d'occasion est une réutilisation, on peut privilégier le recyclage, c'est-à-dire utiliser des parties, des déchets qu'on peut réintroduire, ce qui est apparemment un déchet, mais qui en réalité est une ressource, et réinjecter dans le circuit de consommation. C'est par exemple le compost qu'on fait avec les produits biologiques, organiques. C'est également les sacs plastiques qu'on peut recycler. C'est les composants plastiques qu'on réintroduit dans la fabrication de nouveaux composants. C'est le papier recyclé, etc. Si ces options ne sont pas valables, en dernier recours, en avant-dernier recours, on peut utiliser l'énergie qui est inhérente aux différents produits pour, au minimum, avoir une récupération énergétique des biens qui sont mis en décharge ou qui sont voués à la mise en décharge. Et en dernière option, si tout cela n'est pas possible, on va se retrouver donc à la décharge. Mais encore une fois, l'idée c'est de vraiment modifier notre vision et essayer d'éviter au maximum la perte de ressources en privilégiant les options que je viens de mentionner. Alors, le schéma qui a prévalu depuis les années 70, c'est un schéma qu'on appelle, une équation qu'on appelle IPAT. Pourquoi IPAT? Parce que on considère que les impacts environnementaux, que ce soit sur le climat, la biodiversité, l'habitat, les ressources, la santé, sont liés à donc la taille de la population, le nombre de consommateurs. Donc c'est ce que j'ai indiqué au départ, et multiplié par des facteurs qui sont liés à le niveau de vie donc de ces consommateurs, donc les moyens dont ils disposent, leur pouvoir d'achat, et également la technologie qui est disponible dans une société à un moment donné. Plus il y a de monde, plus les gens sont riches, et donc ensuite, en fonction des technologies disponibles, par exemple, des véhicules, on a fait de grands progrès sur les émissions et l'efficacité énergétique des véhicules ou des équipements électroniques. Bon, il y a 30 ans, on était à un certain niveau, avec un certain impact. Aujourd'hui, l'impact a été réduit. Mais donc, à un moment donné, il faut tenir compte de l'existant, et c'est donc cette équation qui a prévalu. Maintenant, l'équation, elle peut être, disons, améliorée, elle peut être affectée par certains autres facteurs qui sont, par exemple, notre mode de vie.
On peut avoir diminué notre impact à travers des modes de vie qui sont plus écologiques. Donc, à niveau de richesse donnée, on peut avoir des comportements très différents et avoir des impacts très différents sur les ressources et sur l'environnement. Il y a des personnes qui utiliseront un 4x4 et d'autres personnes qui iront à pied ou qui utiliseront une bicyclette ou un véhicule peu consommateur d'énergie. Et ça, c'est des choix individuels qui vont donc avoir un impact, qui vont faire la différence en termes d'impact sur la planète. Au-delà des modes de vie, il y a également la question de l'efficacité des ressources, c'est-à-dire dans un niveau de PIB donné, quelle est la quantité de ressources que l'économie va utiliser. Donc, c'est variable aussi en fonction de l'état de la technologie, mais on peut faire donc, une différence en améliorant constamment donc, le niveau d'utilisation de ressources dans une économie. C'est ce qu'on essaye de faire à travers les législations, à travers donc, le comportement vertueux des entreprises ou des ménages, donc diminuer de manière volontaire, de manière déterminée, la quantité de ressources qui est utilisée dans une économie pour avoir une économie qui est moins consommatrice de ressources à un moment donné. Et puis, on peut aussi faire en sorte que les ressources soient utilisées de manière beaucoup plus éco-intense. Et cela signifie que on va faire encore une fois un choix. Et quand on fera un choix de consommation, par exemple d'utiliser la bicyclette plutôt que le véhicule 4x4 ou le véhicule utilitaire, la quantité de ressources qui sera nécessaire sera bien plus faible dans le cas de l'utilisation de la bicyclette que dans le cas de l'utilisation d'un véhicule. Donc, encore une fois, cette équation, elle est donc déterminée, elle peut être modifiée en fonction donc, de nos choix de consommation, en fonction des progrès que l'on fait dans l'efficacité des ressources, c'est-à-dire la quantité de ressources pour produire donc un niveau d'utilité donné, et encore une fois, donc la quantité de ressources qui est utilisée pour un choix de consommation donné. Vous voyez donc qu'on est là à faire donc des opportunités, car donc on peut faire des choix volontaires et on peut donc pour une économie, pour des entreprises, elles peuvent donc modifier la situation, le niveau d'impact de l'économie à travers des choix technologiques, des choix de produits, des choix marketing. On reviendra un peu sur tout ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la consommation et la production durable, ce n'est pas juste donc un effort, mais c'est également une opportunité parce que on peut se différencier en adoptant donc des modes de production et des modes de consommation qui sont plus en lien, plus durables, plus écologiques. Alors, au niveau de l'économie mondiale, on a des marchés pour un certain nombre de produits et les choix de consommation qui sont faits par les individus ou les ménages induisent donc la taille de ces marchés, déterminent la taille de ces marchés. Alors, il faut savoir que on a donc des biens qu'on appelle de consommation, des biens prioritaires, des biens essentiels, comme par exemple l'éducation, la santé et l'eau, et que qu'on a besoin d'avoir des ressources pour donc financer ces demandes, ces besoins prioritaires. Malheureusement, donc les choix qui sont faits par les consommateurs ne sont pas toujours, disons, en lien avec les urgences et les priorités qu'on a au niveau mondial. Par exemple, la taille de l'éducation de base pour tous, si on devait avoir un programme
qui permettrait à tout le monde d'avoir un accès à l'éducation, ça coûterait uniquement 12 milliards de dollars. Or, la taille du marché des cosmétiques, par exemple, est de 33 milliards de dollars. L'eau et l'assainissement pour tous, ça nous coûterait 10 milliards de dollars. Or, le marché simplement de la crème glacée est de 11 milliards de dollars. Idem pour la santé, idem pour la nutrition. On s'aperçoit que, effectivement, les montants dont on a besoin pour essayer donc d'atteindre et de mettre en œuvre donc ces politiques au niveau international ne sont pas si extravagants que ça, puisque quand on compare ça au montant de certains autres marchés qui sont beaucoup moins essentiels, ils sont à peu près équivalents. Par exemple, le marché des aliments pour animaux de compagnie en Europe et aux USA est supérieur à ce qu'on aurait besoin pour assurer la santé de base et la nutrition de toute la population. Voilà. Ce qu'on voit également, c'est que en termes de chiffres, vous avez vraiment des gros écarts entre, bien sûr, les dépenses militaires. Vous voyez que là, on est dans une fourchette, disons, de centaines de milliards de dollars. On a une dépense de 780 milliards de dollars. Le marché de la drogue qui est à 400 milliards, les boissons alcoolisées seulement en Europe à 105 milliards, les cigarettes à 50 milliards et le divertissement commercial au Japon à 35 milliards. Tout ça est de très loin supérieur à ce dont on a besoin pour atteindre donc des objectifs de développement pour tous. Alors, ce dont on a besoin aussi pour faire en sorte de limiter donc la problématique des modes de consommation et de production qui sont non durables, c'est-à-dire le fait que nous n'avons qu'une seule planète, que si on continue à ce rythme-là, on va avoir besoin, on est déjà à un rythme de consommation de 1,5 planète, c'est-à-dire qu'on utilise pour l'instant notre capital, l'héritage naturel qu'on a reçu de nos parents. Nous sommes dans une phase de dilapidation de ce capital et il est urgent de réaliser ce qu'on appelle le découplage, c'est-à-dire de faire en sorte que notre consommation, notre croissance ne soit plus automatiquement liée à une ponction sur les ressources et à des niveaux de pollution élevés. Et donc pour ça, il faut passer d'une approche classique à une approche basée sur le cycle de vie. Habituellement, on était dans une approche linéaire, c'est-à-dire qu'on avait une extraction des matériaux, on passait ensuite à une phase de production, de distribution, d'utilisation, puis à une mise en décharge, c'est-à-dire qu'on avait des déchets avec une très faible récupération donc d'intrants et des pertes qui étaient majoritaires sur cette approche-là. On doit passer à une approche cyclique, ce qu'on appelle l'économie circulaire, pour faire en sorte de récupérer un maximum de matériaux, de réintroduire dans le circuit un maximum de ressources. Donc ça peut se faire en ayant un meilleur design, donc quand on fait le design des produits, à la phase d'emballage de distribution, d'utilisation, par exemple en réutilisant certains produits avant la fin de vie, pour les remettre dans le circuit, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure de réparation, par exemple d'équipement. On peut recycler des matériaux décomposants, c'est l'exemple du papier, et l'incinération aussi, on revient à la pyramide dont on a parlé tout à l'heure. Encore une fois, l'idée est de faire en sorte qu'on réutilise le maximum de ressources, car les ressources dont nous disposons à l'échelle de la planète sont finies et notre population est en augmentation rapide. Nos rythmes de consommation, notre consommation globale est en augmentation rapide, ce qui
pose un problème majeur pour l'équilibre de la planète. Les outils qu'on utilise donc pour mettre en place cette consommation durable ou cette production durable et avoir le maximum de réutilisation de ressources, c'est avoir une conception qui se prête à la durabilité. Par exemple, quand vous faites du mobilier, vous vous assurez que en fin de vie, les différents composants, qu'ils soient plastiques ou bois ou métalliques, peuvent être utilisés de façon aisée. On ne va pas avoir une perte de ressources. C'est ce qu'on appelle le Design for Sustainability, D4S. On a également donc des outils comme l'éco-étiquetage, la certification, qui nous permettent de s'assurer des caractéristiques écologiques des biens. On peut faire également du marketing durable, et là, il s'agira de ne pas favoriser la vente de produits qui ont un fort impact environnemental négatif, de mettre l'accent plutôt sur les produits qui sont bénéfiques pour l'environnement et pour la planète. Bien sûr, les modes de vie durables, les choix de consommation que nous faisons au niveau individuel, au niveau familial, au niveau sociétal, au niveau des entreprises et des gouvernements, tout cela, tous ces outils-là vont nous permettre de réaliser une consommation plus durable. Alors, quelques mythes qu'on rappelle ou qui sont courants dans le domaine de la consommation durable. Tout d'abord, que la consommation durable contredit l'éradication de la pauvreté, qu'on empêcherait donc aux personnes d'atteindre leur niveau de consommation, de sortir de la pauvreté à travers la consommation durable. Donc là, il faut dire que, bien sûr, que l'approche sociale, l'approche lutte contre la pauvreté est inhérente au mode de consommation et de production durable. L'objectif n'est pas de diminuer les niveaux de consommation pour tous les individus, c'est vraiment de travailler sur donc, les personnes qui ont des forts niveaux de consommation, pour faire en sorte qu'ils puissent réduire cette consommation, sans pour autant affecter leur qualité de vie. Ça, c'est important à dire. Donc, bien entendu que les personnes qui sont dans une situation de pauvreté ne sont pas concernées par ces diminutions de consommation ou cette optimisation de la consommation. Deuxième mythe, que les consommateurs, quand ils sont informés, consomment durablement. Non, ce n'est pas suffisant de bien être informé. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, les prix, les possibilités qui existent sur le marché. Des fois, vous n'avez pas de produits écologiques ou verts disponibles sur le marché. Donc, il y a un certain nombre de facteurs qui font qu'il n'est pas suffisant d'être informé, mais il faut d'autres conditions pour mettre en place cette consommation durable. La croissance économique conduit à l'amélioration du bien-être. Là, l'équation n'existe pas entre croissance, elle n'est pas automatique en tout cas entre croissance économique et bien-être. On a effectivement ce qui est valable dans les premières phases de croissance d'une économie, quand on doit fournir à la majorité de la population des biens essentiels. Effectivement, là, il y a une amélioration notable du bien-être, mais quand on arrive à des niveaux plus élevés, quand les niveaux de pollution, par exemple, augmentent, quand la dégradation environnementale est importante, on ne peut pas dire que la croissance économique est synonyme de bien-être pour la population. Il suffit de voir l'exemple des villes très polluées où donc la croissance qui produit donc une pollution aggravée n'est certainement pas synonyme de bien-être. Et puis, il est inexact de dire que les petites actions environnementales seules conduisent à de grands changements. Il faut à la fois des petites actions, mais il faut également une coordination des actions et il faut également des actions individuelles, mais également au niveau des entreprises, au niveau des États,
donc un arsenal de politiques et de mesures très variées pour atteindre cette consommation durable. Alors, quelles ont été les réponses politiques qui ont été apportées au niveau national ou international? Tout d'abord, la consommation et la production durable bénéficie d'un mandat global qui a été apporté à Rio + 20 en 2012. Et l'objectif, c'est de mettre en place une coopération internationale pour s'orienter vers des modes de consommation et de production durable dans les pays développés et en développement. Donc, tout ça est reconnu depuis un certain nombre d'années. Depuis Rio, en 92, pour la première fois, on avait reconnu que la principale cause de la détérioration continue de l'environnement mondial était les modes insoutenables, non durables de consommation et de production. Vous voyez que ça date déjà de plus de 20 ans, 25 ans maintenant. À Johannesburg, on a en 2002, lors du sommet, on a également reconnu que la CPD est un des objectifs généraux et des exigences essentielles pour le développement durable. Ensuite, en 2012, on a adopté le cadre décennal de programmation pour les modes de consommation et de production durable, sur lequel je reviendrai, qu'on appelle 10YFP, 10-Year Framework Program on Sustainable Consumption and Production Patterns. Tout ça a été adopté en 2012 et dans la foulée, en 2015, on a également adopté des objectifs de développement durable. Et un des objectifs de développement durable, qui est l'objectif 12, traite des modes de production et de consommation durable. Et cet objectif 12, le préambule de l'agenda pour le développement, indique que nous envisageons un monde dans lequel chaque pays doit mettre en place du travail décent pour tous et doit mettre en place une économie durable. Un pays, un monde dans lequel la consommation et la production et l'utilisation des ressources naturelles seraient axées sur la durabilité et seraient préservées. Donc ça, c'est le préambule, vous voyez, qui met très en avant la question des modes de production et de consommation durable. Donc l'objectif 12, lui, dit qu'il faut mettre en œuvre, il est axé sur la question de l'établissement des modes de consommation et de production durable, comme je vous l'avais dit, et il a sa première cible, c'est le 12.1, qui concerne la mise en œuvre du cadre décennal de programmation sur les modes de production et de consommation durable, avec la participation de tous les pays développés et en développement. Donc l'objectif de ce cadre décennal, c'est d'accélérer le passage à la CPD, soutenir le renforcement des capacités, notamment dans les pays en développement, découpler la croissance économique de la dégradation de l'environnement, ce dont je vous ai parlé, donc créer des emplois décents, contribuer à l'éradication de la pauvreté, etc., et agir comme une plateforme pour partager les informations et la connaissance sur la CPD. Donc, si vous voulez en savoir plus, si vous n'êtes pas au courant de ce cadre décennal, je vous invite à vous connecter sur le site 10YFP pour en savoir plus et rejoindre un des 6 programmes qui concernent le tourisme, l'alimentation, l'information du consommateur, la construction, les styles de vie et les achats publics durables. Donc, en résumé, la dimension politique reliée à la mise en place de consommation durable passe par 5 axes principaux. D'abord, nous essayons donc de changer les pratiques du marché, donc de mettre en place une consommation durable à partir de l'offre, c'est-à-dire que ça va être l'action qui va être menée par les entreprises dans ce domaine-là. Et ici, on parle de l'interdiction, par exemple, ou la restriction de certains produits, par exemple les sacs en plastique,
les ampoules incandescentes qui sont fortement consommatrices d'énergie. On parle de mettre en place des taxes sur la publicité, de faciliter l'approvisionnement à partir de fournisseurs locaux, d'informations sur les produits. Le deuxième axe, c'est l'intégration des politiques pour une consommation durable. Et là, on va faire en sorte que tous les ministères clés partagent la même compréhension de la consommation durable et intègrent les objectifs de consommation durable dans leur politique. Là, on va faire en sorte que l'approche du gouvernement soit cohérente et bien coordonnée. Le troisième axe, c'est protéger les pratiques traditionnelles de consommation durable. Là, c'est faire en sorte que tout ce qu'on a appris à travers des générations, à travers des millénaires sur des consommations responsables ne soit pas perdu. Par exemple, sur l'habitat, la manière dont on construit qui est éco-énergétique et énergie efficiente, les modes d'agriculture, les modes d'alimentation, etc., soient préservés. L'utilisation de mesures économiques pour façonner la consommation, là, ça réfère à toute l'utilisation des instruments économiques et notamment des taxes et à l'élimination des subventions nuisibles à l'environnement, notamment pour les énergies fossiles. Et puis finalement, il est important de changer le contexte social autour du comportement du consommateur. Et là, c'est le principe qu'on appelle, le concept qu'on appelle nudging en anglais, qui est de faire en sorte que le consommateur est amené à faire le choix le plus durable par défaut. Donc, c'est fournir des informations et des outils utiles aux consommateurs, récompenser et souligner le comportement durable, encourager la communauté, collaborer à la participation individuelle. Alors, en termes d'outils de politique, on a un certain nombre de programmes internationaux, par exemple des programmes Switch qui sont en Asie, en Afrique, sur la Méditerranée, qui sont soutenus par la Commission européenne. On a des plans nationaux, CPD, et puis on peut mettre aussi des politiques spécifiques qui permettent d'accélérer la mise en place de la CPD, par exemple les achats publics durables. Alors, les achats publics durables sont un des outils que je voulais vous présenter. Ils partent du constat que la plupart des impacts qui se produisent dans la chaîne d'approvisionnement se produisent à l'intérieur de la chaîne de valeur, c'est-à-dire chez les fournisseurs des fournisseurs, etc. Donc, dans ce qu'on appelle le B2B, business to business, et que les impacts dans les opérations des acheteurs, donc des ministères, des entreprises qui achètent, qui sont ce qu'on appelle les consommateurs finaux, sont minimes par rapport à tous les impacts qui ont préexisté pour arriver à la production d'un bien. Ça a été, donc quand on parle d'impact, c'est par exemple l'impact carbone. Hein, l'administrateur des services administratifs généraux des États-Unis disait en 2014 que les achats de biens et de services de cette administration, qui est la plus grosse administration acheteuse du gouvernement américain, c'est à peu près 2000 milliards de dollars d'achats, il disait que les achats de biens et de services créent une empreinte carbone équivalente à 9 fois celle des bâtiments et de la flotte de véhicules du gouvernement américain. Donc vous voyez que cette flotte de bâtiments et de véhicules est énorme, mais les impacts carbone donc des bâtiments et des flottes est 9 fois inférieur à tout le carbone qui est émis pour la production des biens qui sont achetés par l'administration américaine. Ce qui veut dire qu'on doit travailler sur faire en sorte que dans l'achat, on insiste sur des achats, par exemple dans ce cas-là, à bas carbone, acheter par exemple des véhicules qui émettent moins de gaz à effet de serre, des équipements informatiques également qui sont
à faible consommation énergétique, etc. Donc, ce qui est valable pour le carbone est valable pour la déforestation. Donc, l'impact sur la chaîne de valeur de la déforestation est bien plus élevé que l'impact de l'acheteur final sur ce qu'on appelle les sweatshops, les conditions sociales de production, les minéraux qui sont source de conflits, la discrimination, la surpêche, etc. Il y a des impacts dans toute la chaîne d'approvisionnement. Et donc, il y a une force spécifique qui est liée à ces acheteurs institutionnels. Quand on dit institutionnel, on pense au secteur public, mais ça peut être également des grandes entreprises qui sont positionnées de manière unique pour exiger une transparence dans les impacts en amont et en aval des biens et des services, en exigeant donc la fourniture ou la provision d'un certain type de produits qui ont ces caractéristiques écologiques, car elles sont capables d'intégrer donc ces organisations des critères de durabilité dans les décisions d'achat à une échelle qui peut transformer les marchés. C'est-à-dire que à travers la demande, on peut influencer l'offre des produits, puisque c'est bien connu, c'est le signal de la demande qui induit donc les changements dans la production. Là, on était sur le secteur privé. Voyons ce qui se passe au niveau... Pardon, on était sur le secteur public. Voyons ce qui se passe au niveau du secteur privé. Donc, l'engagement du secteur privé fait partie intégrante de la lutte contre la pauvreté, la dégradation de l'environnement et les inégalités. Ça, c'est rappelé également dans l'agenda 2030, l'agenda pour le développement, qui désormais ne concerne plus uniquement les gouvernements, mais concerne tous les acteurs, que ce soit les personnes, les entreprises et bien sûr les gouvernements locaux ou nationaux. Les entreprises peuvent contribuer directement à 3 objectifs de développement durable, le 8, le 9 et le 12. Et elles peuvent être notamment leaders, elles peuvent être particulièrement en pointe en mettant en place des politiques, ce qu'on appelle d'éco-innovation. Alors, ces politiques d'éco-innovation vont permettre à ces entreprises d'accéder à des nouveaux marchés en expansion, parce que les entreprises vont, au lieu de considérer la dimension écologique comme une contrainte, la considérer comme une opportunité et vont pouvoir accéder à ces nouveaux marchés, que ce soit sur le renouvelable, que ce soit dans le domaine du recyclage ou dans le domaine de la santé environnementale, de la production de biens et services qui ont un impact positif pour la santé, etc. Elles vont pouvoir augmenter la rentabilité le long de la chaîne de valeur. Elles vont être en avance sur les normes et les règlements. Elles vont anticiper ces normes et ces règlements. Elles vont pouvoir mieux trouver de l'investissement et elles vont pouvoir augmenter leur productivité et leur capacité technique en étant donc leader sur de l'éco-innovation. Maintenant, il faut signaler que l'éco-innovation, bien sûr, elle est limitée par la demande des consommateurs. Et en tout cas, il n'est pas question de faire des produits qui ne correspondent pas à une demande du consommateur. Là, on vous donne l'exemple des couches écologiques. L'idée est de faire en sorte que la durabilité aille de pair avec la qualité. Et effectivement, le prix également joue un rôle important. Donc, quand on parle d'éco-innovation, on reste aussi dans le système de contraintes qui veut que le consommateur sera toujours en recherche de qualité et d'un bon prix. Donc, l'éco-innovation a besoin d'être basée sur la demande, tout en assurant les besoins de durabilité pour la planète. Ça, on a déjà vu. Alors, les entreprises,
comment elles se positionnent par rapport aux questions de durabilité. Elles vont commencer à ne plus tenir compte uniquement de leur rentabilité financière. Elles vont faire ce qu'on appelle intégrer le triple bilan, c'est-à-dire elles vont voir aussi leur impact sur l'environnement, leur impact social, et ça va affecter leur prise de décision. Elles vont mettre en place des modèles commerciaux qui sont plus liés à l'économie circulaire. Donc, elles vont intégrer l'économie du partage, intégrer les modes de consommation collaboratifs. L'économie du partage, c'est le fait de favoriser le partage de biens entre individus. Par exemple, sur le partage de véhicules, un bon exemple, c'est la start-up ou l'entreprise Blablacar, qui fait en sorte que les trajets des individus peuvent bénéficier à d'autres individus. C'est également l'entreprise Airbnb qui met en location les biens des individus quand ils sont vacants. On est dans une nouvelle forme économique qui fait qu'on utilise au maximum donc, les ressources existantes, les biens existants, pour les partager au maximum et donc limiter la consommation de produits neufs. On met également, les entreprises vont mettre l'accent sur l'innovation radicale grâce à des partenariats et à une collaboration. On reviendra là-dessus, on aura un exemple. Elles font partie également, elles s'insèrent dans le mouvement de démocratisation de la production. Il faut savoir qu'il y a un mouvement international qui s'appelle le Maker Movement, qui est ce qu'on appelle le mouvement du fabricant en français, qui est caractérisé par exemple par l'impression 3D qui se démocratise, c'est-à-dire que les personnes, les individus vont avoir accès à des outils, accès à des technologies, accès à des outils digitaux qui leur permettent d'être également eux-mêmes dans la sphère de la production. Donc, c'est lié par exemple à ce qu'on appelle la location d'usines ou de moyens de production, qui est également donc une tendance qui est remarquée actuellement. Et puis, les entreprises sont également très soucieuses de produire de l'innovation sociale, d'être dans l'économie inclusive, c'est-à-dire qu'elles doivent également intégrer les problèmes de société dans leur stratégie, dans leur conduite et dans leur politique de responsabilité sociétale et environnementale. Alors, comment faire en sorte qu'on puisse bâtir de la durabilité dans un modèle d'entreprise qui se veut également profitable? Donc, encore une fois, les entreprises vont essayer de tirer parti de la vague environnementale, de la conscientisation environnementale et écologique et de développement durable. Et elles vont, par exemple, dans les cas de Tesla, des véhicules Tesla, vendre des véhicules qui non seulement répondent à des besoins, sont dans la durabilité, mais sont également souhaitables. C'est-à-dire qu'il y a un fort degré d'adhésion à ces produits parce qu'ils produisent donc un sentiment de puissance, d'être tendance, d'être envié, etc. Ça a été très bien utilisé par Tesla, qui a utilisé un peu ce côté environnemental, mais avec un produit de grande qualité, donc qui a réalisé ce mix, qui a mis à profit un peu le caractère tendance, fashionable de la durabilité, de l'écologie dans son propre marketing. Maintenant que nous avons vu un peu le côté entreprise, on passe au consommateur individuel. Et le consommateur individuel, comme je le disais, il va être principalement localisé en zone urbaine. En 2050, les villes seront responsables de 80% de la croissance mondiale. Elles utilisent 75% de l'énergie des ressources naturelles et elles émettent 75% des gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment un lieu de production et de consommation et de pollution.
Et comme je vous le disais, c'est le lieu où se trouvent les nouvelles classes moyennes, celles qui consomment le plus. Il faut également, c'est le lieu où se trouvent les riches également. Il faut savoir que les 20% les plus riches consomment 77% de la production mondiale. Et il faut savoir que c'est également les lieux où on a la plus forte demande pour des modes de vie axés sur la santé et la durabilité. C'est là où les nouvelles manières, les nouveaux modes de consommation se mettent en place de manière la principale, avec le plus d'impact. Alors, quand on parle de mode de vie durable, quelle est la définition que nous donnons à cela et comment c'est connecté à l'agenda 2030? Donc, les modes de vie durables sont les modes de vie, les comportements et des choix sociaux qui minimisent la dégradation de l'environnement. Voilà, utilisation des ressources naturelles, l'émission de CO2, les déchets et la pollution, tout en favorisant un développement socio-économique équitable et une meilleure qualité de vie pour tous. Donc, encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait au départ, il peut être question de limiter la pauvreté, enfin de maintenir la pauvreté sous couvert de modes de consommation et de production durable. Il est important de prendre en compte le fait que la qualité de vie doit être bonne pour tous, et ça passe par la provision de biens essentiels à l'ensemble de la population. C'est également un ensemble d'habitudes de comportement qui sont intégrées dans un contexte social et habilitées par les institutions, des normes et des infrastructures efficaces qui encadrent le choix individuel afin de minimiser l'utilisation des ressources naturelles et la génération de déchets et de pollution, tout en soutenant l'équité et la prospérité pour tous. On revient également sur la définition, prospérité pour tous, mais également habitudes, comportements qui néanmoins ne sont pas totalement individuels, qui s'intègrent dans un contexte social et qui sont facilités par des institutions, des normes, des infrastructures, etc. Les modes de vie durables sont mentionnés dans les ODD, dans le 12 et dans le 14, et dans le 4, pardon. Donc, ce qu'il faut retenir de cette question des modes de vie, c'est qu'il n'y a pas de mode de vie durable universel. Quand vous êtes à Paris, vous êtes à Bogota, ou vous êtes à Kinshasa, vous êtes dans des situations très différentes et votre attitude, votre comportement va être contraint, va être déterminé par les conditions que vous retrouvez, les infrastructures existantes ou pas. Il est très difficile de faire du vélo quand il n'y a pas de voie vélo, quand la topologie ne s'y prête pas, etc. Les domaines clés du mode de vie sont la nourriture, le logement, la mobilité. Entre ces trois, vous avez 80% des consommations. Ensuite, les biens de consommation et les loisirs. Et il faut avoir une approche holistique, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur tous ces domaines à la fois. On ne peut pas privilégier un domaine et donc laisser l'autre domaine avec un mode de consommation qui est non durable. Comme je vous disais, les styles de vie sont encadrés par des facteurs sociaux et environnementaux, au-delà du contrôle des individus. Les modes de vie ne sont pas statiques, ils évoluent avec le temps, la technologie évolue avec le temps, les normes sociales de consommation aussi changent, notamment selon la classe sociale dans laquelle vous vivez, le pays dans lequel vous vivez, tout cela change. Les besoins aussi fondamentaux évoluent aussi avec le temps et le niveau de richesse de la société. On l'avait dit, les augmentations de revenus ne se traduisent pas directement en bonheur. C'est l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Et en tout cas, quand on est dans la pauvreté, la question ne se pose pas. On a besoin d'avoir accès aux biens essentiels. Et puis, les gens ne font pas exprès de polluer, mais c'est la société, c'est les modes de consommation qui amènent cette pollution. Et puis que savoir ne suffit pas, il faut aussi agir. Ça aussi, on l'a dit, on l'a rappelé. Nourriture, habitation, mobilité, biens de consommation, loisirs, voilà les principaux domaines de la consommation sur lesquels nous pouvons agir. Nous pouvons donc mieux construire, mieux nous chauffer, mieux rafraîchir nos espaces, mieux nous transporter,
achetons des produits qui sont moins énergivores, choisir des destinations touristiques moins coûteuses et avec un faible impact sur l'environnement, etc. Les trois facteurs sur lesquels donc qui ont un impact sur la consommation, c'est tout d'abord qu'est-ce qui décide les actions des consommateurs. Donc là, cette diapositive est très importante parce qu'elle concentre un petit peu toutes les idées que nous avons énoncées jusqu'à présent. Il y a dans les décisions des consommateurs, elles dépendent des attitudes de ces consommateurs, leur éducation, leur sensibilisation, s'ils sont sensibles ou pas à la publicité, mais elle est aussi influencée par ce qu'on appelle des facilitateurs, c'est-à-dire des facteurs économiques, des incitations, et puis tout ce qu'on appelle l'information qui est fournie aux consommateurs, l'éco-étiquetage, les labels, etc. Et ça, c'est donc le premier dépend de l'individu. Le deuxième, l'État peut jouer un rôle majeur, et les entreprises également, pour inciter à une meilleure consommation, à travers notamment la réglementation. Et puis, vous avez des facteurs aussi qui sont liés aux infrastructures. Comme je le disais tout à l'heure, si vous n'avez pas de pistes cyclables, ça c'est du fait de l'État, c'est des politiques aussi étatiques ou locales. Il est difficile de favoriser une mobilité douce. Une mobilité soit à pied, s'il n'y a pas de trottoir, ou des voies vélo, etc. Donc, les options qui sont faites, les choix d'infrastructures ont également un impact sur les modes de consommation. Alors, pourquoi les gens consomment? Et c'est également important de comprendre que, comme on l'a dit, ils ne consomment pas dans l'intention de nuire à l'environnement. La destruction de l'environnement, c'est une conséquence des efforts et des choix des individus qui consistent à satisfaire leurs besoins essentiels, répondre aux besoins plus généraux, et là, en fonction des attentes sociales, par exemple liées à la mobilité, aux relations humaines, etc., satisfaire des envies personnelles, s'ils sont ou non poussés à la consommation par la publicité, ça a aussi un impact, et très souvent, comme je disais également, lié au fait que très souvent nous n'avons pas le choix de consommation, nous sommes obligés par exemple d'utiliser un transport de véhicules quand il n'y a pas de transport en public de bonne qualité, etc. Et la dernière diapositive vise à faire une synthèse un petit peu de toutes les motivations qui déterminent les choix de consommation des individus. Ça part au centre de nos besoins essentiels, de nos désirs, donc tout ce qui est nos désirs d'alimentation, d'affection, de liberté, de protection, etc. Tout ça est influencé par les normes sociales, par les prix, par la publicité. Nos consommations, elle va dépendre aussi de notre situation personnelle, notre âge, est-ce qu'on est dans notre insertion dans des réseaux sociaux, notre éducation, notre sexe, notre revenu bien sûr, mais elle va dépendre également des conditions socio-techniques, c'est-à-dire de la culture du pays, des médias, des politiques qui sont mises en place, du niveau de l'économie, et puis finalement des limites physiques et naturelles de la planète, donc de la géographie, du climat, des ressources naturelles qui sont disponibles, la biodiversité qui est disponible également. Ça, on peut le résumer pour ce qui est de la nourriture. Vous voyez que les choix d'alimentation dépendent de la perception qu'on a de la nourriture par rapport à l'impact qu'elle peut avoir sur la santé. Est-ce qu'elle est fraîche ou pas? Quelle est son origine? Quelle est sa présentation? Quel est son goût? Quel est son coût, bien sûr? Et ça, c'est les choix de l'individu. Et puis, vous avez le cycle de vie
C'est-à-dire que on a bien entendu donc l'impact au niveau de la production, ensuite au niveau de l'utilisation et la post-utilisation, est-ce qu'on gaspille, est-ce qu'on recycle, donc quels sont les impacts sur la pollution de l'eau, des solides, etc. Donc si on veut agir sur le cycle de vie, on doit prendre en compte donc, les choix qui sont faits par l'individu, par exemple le goût. Il est important, donc c'est pour ça que ça explique la montée en puissance de l'agriculture biologique, qui a l'avantage de répondre donc, aux besoins de santé, aux besoins du goût, à des besoins sociaux, etc. Je vous remercie, j'étais un peu long, j'ai pris 1 heure au lieu de 45 minutes, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. Et la conclusion, si vous voulez, c'est que on peut faire des choses au niveau politique, on peut faire des choses au niveau des entreprises, des acteurs institutionnels, mais le changement individuel est essentiel également. Et si on veut changer le monde, il faut commencer par changer soi-même au niveau de sa perception, au niveau de sa compréhension, mais surtout au niveau de ses actes. Et si ce n'est pas vous, alors qui? On doit tous changer pour que tout change, et maintenant. Si vous voulez en savoir plus, vous avez un certain nombre de sources additionnelles, et vous avez également mon nom, vous pouvez m'écrire à tout moment pour en savoir plus, et je pourrai également interroger mes collègues qui sont spécialisés sur ces différentes questions. Merci encore pour l'organisation de ce séminaire et nous avoir donné l'occasion de ce MOOC, pardon, et de ce cours, nous avoir donné l'occasion de vous présenter donc cette thématique. Merci beaucoup, Farid Yakar. Est-ce que vous m'entendez? Absolument. Ah, très bien. Mon nom est Laurent Mespa. Je suis désolé de ne pas avoir pu être présent pour des raisons techniques au début de la présentation. Alors, Farid Yakar, merci beaucoup. Je voudrais juste rappeler, je n'ai pas l'impression que vous avez été présenté, donc je vais juste rappeler, même si ça a été fait. Farid Yakar est responsable du programme d'approvisionnement public durable à la division des Nations Unies pour l'environnement et l'économie. Il supervise les marchés publics durables pour l'ONU Environnement à Paris. Et il vous a parlé également du programme des achats publics dont il est coordinateur. Et il aide à mettre en œuvre des projets de terrain dans 16 pays. Voilà donc pour un rappel rapide. Merci encore beaucoup pour cette présentation qui était vraiment complète et vous êtes allé dans de nombreux sujets qui peuvent être ouverts à des discussions. Alors je vois qu'il y a des mains levées, donc je vais donner la parole à certains participants. Nous avons encore un petit peu de temps en principe jusqu'à un peu moins d'une demi-heure devant nous pour des questions-réponses. Donc, je donne la parole d'abord à Monsieur Jean-Jacques Oyono qui a demandé la parole. Je vais voir si... Est-ce que vous nous entendez? Jean-Jacques Oyono, vous pouvez vous présenter et dire d'où vous venez? Est-ce que vous nous entendez? Non, apparemment. Je vais voir... Il peut poser la question par écrit, peut-être? Il y a une question par écrit qui a été posée, mais c'était pas lui. Alors, je voulais voir d'abord avec les mains levées. On peut demander à M. Oyono de poser sa question par écrit, s'il n'arrive pas à se faire entendre. D'accord. Donc, posez la question par écrit si vous n'y arrivez pas. Je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Lassina Balo. Vous m'entendez, Lassina Balo? Oui, je vous écoute. Voilà, on vous écoute. Alors, si vous avez une question, d'où est-ce que vous venez? D'accord, vous avez Lassina Balo. Je suis ingénieur agronome de formation. Je suis au Mali. Je travaille au compte de Solidarité Internationale, une ONG française basée au Mali qui intervient dans les régions nord du Mali. Donc,
je voulais juste faire une petite contribution par rapport à nos actions, surtout les réponses par rapport à la durabilité. Donc, Solidarité internationale a initié, c'est ce qu'on appelle la pratique des sacs potagers, qui consiste à cultiver du maraîchage et aussi des petites productions dans des sacs remplis de compost des terres mélangées. C'est-à-dire qu'au niveau des populations qui ont moins de moyens pour pouvoir cultiver des espaces, et aussi au niveau des déplacés que nous appuyons, surtout les gens qui ont été affectés par la crise que le Mali a connue tout récemment. Donc, ces expériences ont été initiées au Kenya, ainsi qu'en Haïti. Donc, pour le moment, au Mali, nous n'avons pas commencé, mais nous comptons mettre ça en place dans un bref délai. Nous comptons implémenter ça. Donc, en dehors de ça, en ce qui concerne les causes liées à la dégradation de l'environnement, donc au Mali, les causes principales sont plutôt les défrichements abusifs et aussi récemment, nous constatons l'utilisation des engrais chimiques et aussi des pesticides par rapport à la culture du coton et de la résidus irriguée au niveau de l'Office du Niger. Donc, je dirais qu'ici, bon, nous sommes un pays sahélien qui est plutôt confronté à un problème de changement climatique. Donc, nous ne produisons pas vraiment pas assez de gaz à effet de serre, mais plutôt nous suffisons. Je voulais savoir, au niveau de votre programme, est-ce qu'il y a des projets envisagés pour les pays sahéliens, plus précisément le Mali, dans le cadre de la production ou des actions de mesures d'adaptation au changement climatique dans le cadre de la production? D'accord, merci. Vous avez entendu la question? Voilà, et aussi à la réduction des catastrophes, surtout l'an passé. Nous avons constaté vraiment au niveau du fleuve Niger, surtout au niveau du delta intérieur, du delta central du Niger, il y a eu vraiment une inondation qui a vraiment endommagé les habitats et même les cultures. Voilà. Merci, Monsieur Ballot. Merci d'avoir présenté aussi l'action de votre ONG, qui est intéressante. Hein. Donc, vous êtes dans le domaine agricole. Ce qui serait bien, c'est de... Humanitaire, Nous sommes dans le domaine de l'humanitaire. Nous envoyer un lien, peut-être, aux organisateurs sur, si vous avez un site internet avec une description de vos actions, on pourrait faire un... Oui, on a un site. Oui, donc ça... D'accord, donc envoyez vos coordonnées dans le cadre aussi des forums de discussion dans le cadre du cours, ou bien dans le cadre du forum du NBSAP, dans lequel vous pouvez aussi partager et échanger des informations. Voilà, et donc moi, comme l'a dit Laurent, je travaille plutôt sur ce qui est achat public durable, donc j'aide plutôt les gouvernements à mettre en place des politiques d'achat responsables, mais on a des collègues qui travaillent bien sûr sur le changement climatique, sur l'adaptation et les aspects agricoles aussi. Donc c'est pour ça que si on a votre lien, on pourra au niveau du PNUD ou de l'ONU Environnement vous mettre en relation avec nos collègues les plus indiqués sur ces questions-là. Okay. Voilà, merci beaucoup pour votre contribution. Je vais donner la parole à un autre participant qui demande. Suivant, c'est Herman Tameze-Lele. Est-ce que vous m'entendez, Herman? Vous m'entendez? Allô? Allô, oui. Vous avez la parole. Bonjour, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous présenter aussi? Et moi, c'est Tameze Herman.
responsable des ressources humaines dans une société de la place au Cameroun. Je suis une nationalité camerounaise. Oui. Bon, voilà, je suis très intéressé par les questions liées à l'écologie et au développement durable. Voilà pourquoi je me suis inscrit pour suivre ce séminaire en ligne. Mais ma question se situe au niveau de deux volets. Le premier volet, je voulais savoir si, en parlant de développement durable, ne peut-on pas inclure les nouvelles technologies de communication, de l'information et de la communication? Dans ce sens, je voulais savoir si les nouvelles technologies de l'information et de la communication ne peuvent pas, d'une manière ou d'une autre, influer au développement durable. Oui. Ok, allez-y, posez votre deuxième question. Voilà, la deuxième question. Je voulais savoir si, pendant des questions de développement durable, ne peut-on pas aussi, dans un autre sens, former le personnel bien qualifié dans ce domaine afin de répondre à tout événement qui pourrait survivre dans un cas, dans un milieu ou un autre, puisque nous avons constaté que ces questions ne sont pas beaucoup maîtrisées par l'ensemble de la population. D'accord, merci. Okay. Vous pouvez me rappeler, vous êtes votre nom? Tamizi Eman. Tamizi Eman. D'accord. Eman. Ça s'écrit E-M? Herman, H-E-R-M-A-N. Herman. C'est ça. Ok. Ok, donc vous parlez Merci des beaucoup. développements durables et les TIC. Les Les TIC, exactement. vous avez vu, au début, j'ai parlé des technologies. Hein, j'ai dit que les impacts dépendaient aussi des technologies qui sont à notre disposition. Et les TIC, elles peuvent avoir un impact positif et un impact négatif. Donc, tout dépend comment on les utilise. Par exemple, ce qu'on fait là actuellement, on utilise les technologies de l'information et de la communication. On utilise un système qui nous permet, donc vous êtes au Cameroun, moi je suis à Paris, nous avons des collègues à New York, d'autres, un ami qui est au Mali, et on arrive à tous dialoguer, ce qui était impensable avant. Vous voyez, donc on n'est pas obligé d'organiser un séminaire physique, on peut de manière virtuelle arriver à échanger et à fournir de la connaissance, à améliorer votre compréhension de certaines questions. Vous voyez, donc ça c'est l'aspect positif. Ça nous évite des déplacements. L'aspect négatif, c'est effectivement qu'il y a de la consommation énergétique qui est les serveurs par exemple maintenant sont un des plus gros parmi les équipements les plus énergivores qui existent donc dans l'économie et ça commence à être une préoccupation. La sauvegarde des données par exemple induit donc des niveaux de consommation énergétique élevés. Donc tout dépend donc comment on utilise cette technologie. Je vous donne un exemple. Un autre exemple, c'est dans les achats. Vous avez maintenant des plateformes d'achat électroniques. Et les plateformes d'achat électroniques, elles ont facilité les achats responsables. Pourquoi? Parce qu'elles permettent une centralisation des achats et on peut plus facilement demander certains critères écologiques dans les achats. Par exemple, quand vous faites des véhicules, demandez que l'État n'achète que des véhicules qui soient faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. Et comme il a l'outil électronique, la plateforme électronique, il peut le faire plus facilement. Vous voyez, donc tout dépend un peu comment on utilise cette technologie, mais globalement, elle est plutôt pro-développement durable, pro-environnement. Et votre deuxième question sur la formation, ben, c'est ce qu'on est en train de faire aussi actuellement. Et là, je laisserai peut-être nos collègues peut-être du PNUD répondre à cette question. Comment on peut massifier la formation, conscientiser les gens. C'est également les collègues de l'UNESCO au niveau des curricula d'éducation, au niveau des écoles, pour faire en sorte que les jeunes soient aussi conscientisés sur ces questions dès leur plus jeune âge. Voilà, c'est un problème massif et qui exige une coordination d'ensemble. Oui, tout à fait. Enfin, j'allais justement mentionner, en fait, le cours que nous sommes en train de faire en ce moment, justement, répond à votre question. Il est disponible gratuitement en ligne pour tout le monde. Il a été fait justement aussi en français de manière à pouvoir accéder aussi aux populations francophones, ce qu'il est fait aussi en anglais et en espagnol. Et l'idée, c'est justement d'accéder, de donner accès à ces cours d'éducation à un plus grand large nombre de personnes, parce qu'on organise aussi des séminaires
en direct, mais qui sont en général faits pour former des formateurs qui eux-mêmes après vont aller former d'autres gens. Donc ça, c'est aussi une manière d'accéder à plus de monde, d'avoir la formation de formateurs. Et vous pouvez, si j'ai bien compris, vous travaillez en entreprise, vous êtes chargé du personnel, vous m'avez dit? Exactement, responsable des ressources C'est humaines. c'est une entreprise privée? L'entreprise privée, oui, pour un projet d'urgence de lutte contre les inondations. Un projet d'urgence, un projet humanitaire en fait. Un problème humanitaire urgence, oui, d'accord. Donc, Exactement. ce qui vous intéresse aussi pour vous, c'est de former peut-être votre propre personnel dans Exactement. votre entreprise. Donc, vous pouvez, par exemple, comme vous êtes chargé du personnel, vous pouvez vous charger finalement, comme vous suivez ce cours, ça pourrait être une suggestion que ça peut être un des objectifs pour vous de ce cours d'utiliser cette formation de manière à former d'autres gens à votre tour. Vous pouvez Exactement. penser justement à former votre équipe pour qu'ils comprennent l'aspect justement multidisciplinaire et le lien entre toute la question entre la production jusqu'à la consommation et dans quelle mesure aussi votre organisation peut contribuer à ça de manière concrète avec ce que vous faites. Exactement. Ok, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons passer à une autre personne. Nous avons encore le temps. Entre-temps, est-ce que Monsieur Faridiakar, est-ce que vous avez un commentaire ou une remarque à faire avant que je passe la parole à quelqu'un? Non, on va laisser la parole. Moi, j'ai assez parlé comme ça. D'accord, On va très laisser bien. la Alors, parole à nos auditeurs. voilà, je donne la parole à Monsieur Kassembele. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, vous pouvez peut-être nous dire d'où vous venez et puis quelle est votre question ou votre commentaire? Ok. Je m'appelle Jerez Kassembele. Je suis membre de l'ONG Afyamama, où je suis chargé de l'entrepreneuriat féminin et je suis aussi enseignant à l'université de Lubumbashi. Je remercie M. Farid pour l'exposé. Il a balayé le plus grand nombre de points et je crois qu'il y a des interconnexions entre les différents arguments qu'il a avancés. Mais alors, je vais poser une question relativement à la pyramide qu'il a donnée tout au début, euh, avec la prévention, la minimisation, la réutilisation, le recyclage, ainsi de suite. Et nous sommes dans un pays qui est en voie de développement. Pensez-vous, M. Farid, que la réutilisation et le recyclage serait faisable étant donné qu'on n'a pas de grandes industries de recyclage, par exemple pour le plastique qui est utilisé pour le transport des petits outils, ainsi de suite, et pour quelques récipients faits pour les ménages. Vous avez dit la première chose, c'était qu'est-ce qui est utilisé pour le transport? Le plastique, des emballages pour prendre quelques petits trucs dans des magasins et des supermarchés, par exemple. Il est utilisé pour quoi, le plastique? Pardon? Le plastique est souvent utilisé pour le marché, en fait, pour les achats, comme Les sacs les plastiques, vous. transports. Oui, les sacs plastiques, oui. Et, Alors, oui, si on veut il y a un envisager, problème de sacs plastiques. si on veut envisager un recyclage, ça veut dire qu'on nous demande encore davantage de construire des industries pour le recyclage, alors que déjà, des problèmes se posent sur l'industrialisation du pays. Je ne pense pas que ça soit vraiment faisable, ça. Bon, d'abord, vous avez la caractéristique. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, je travaillais dans une ONG qui s'appelle ENDA, Environnement, Développement, Action, dont le siège est à Dakar, au Sénégal. Vous voyez? Oui, Et ENDA est parmi les premières qui a travaillé sur ce qu'on appelle l'économie populaire. Et le recyclage était un des champs d'action les plus réellement les mieux les plus prospères, disons, dans ce type d'économie, puisque il y avait une créativité et une innovation qui étaient, enfin, qui sont toujours d'ailleurs existantes dans les milieux populaires, et que ça fournit donc un grand nombre d'emplois. Et en même temps, je pense que ça résout un certain nombre de problématiques environnementales. Donc, je me rappelle
rappelle, pour les ustensiles de cuisine, il y avait la fonte d'aluminium, il y avait la récupération des canettes pour faire toutes sortes d'objets qui étaient vendus, des canettes d'aluminium aux touristes. Vous avez tout ce qui est la récupération des produits textiles. Donc, à la fois, on est vraiment dans de l'économie circulaire, là. Et je crois que c'est l'Afrique et les pays en développement ont des leçons à donner aux pays qui sont plus soi-disant plus avancés, mais qui sont plus gaspilleurs de ressources. Donc, je pense qu'il faut une progression des moyens industriels et des moyens de production. Vous avez raison que mettre en place une fabrication de papier, des usines de fabrication de papier recyclé, ou il y a aussi donc des techniques d'assainissement, etc., qui sont coûteuses. C'est peut-être pas donc la priorité, mais je pense que c'est un atout de l'Afrique, cette économie de la récupération, du recyclage, et qu'il faut faire en sorte d'appuyer cette économie qui est souvent informelle, qu'on appelle informelle, qui est populaire, pour lui permettre d'acquérir plus de savoir-faire, de techniques, lui donner les moyens d'investir, d'accéder à des financements pour monter en gamme, je dirais, et notamment sur la qualité, pour arriver à réellement toucher un public plus large et répondre à des besoins de consommation qui sont plus importants et qui permettent d'ailleurs de limiter les importations. L'idée aussi, c'est de faire de n'importe substitution, de s'assurer que, comme vous dites, on puisse utiliser des produits locaux à la place des sachets en plastique. Les sacs en plastique sont commencés à être bannis dans les pays du Nord. Hein. On ne vous donne plus de sacs en plastique quand vous êtes dans les supermarchés maintenant, dans les pays industrialisés. Vous êtes obligé de ramener votre propre sac. Et là, c'est une occasion peut-être de donner du travail à des gens pour la fabrication, que ce ne soit pas des sacs de plastique industriels, mais que ce soit des sacs qui sont produits par l'économie populaire. Il y a tout l'aspect social qui se lie à l'aspect environnemental. Le développement durable, c'est pas seulement l'écologie, mais c'est également faire en sorte qu'on limite les inégalités, qu'on lutte contre la pauvreté et qu'on offre des conditions de production, qu'on permette, disons, à toute la population de participer à l'économie. Bon, votre remarque vient tout à fait à point, Farid, puisque la plupart des participants dans le cours francophone viennent d'Afrique, d'après ce qu'on voit. Et donc, c'est intéressant d'entendre, de dire que on a aussi beaucoup à apprendre de ce qui se passe en Afrique et pas seulement dans les pays riches. J'avais vu moi-même de passage en Éthiopie, à Addis Abeba, j'étais très impressionné de voir que je ne voyais absolument pas le moindre sac en plastique traîner. Et en fait, j'ai réalisé que les gens les ramassent et les réutilisent d'une manière ou d'une autre parce que ça a une valeur, c'est considéré comme quelque chose de valeur. Voilà, Laurent, je crois que vous avez dit le mot-clé. Je crois qu'il faut faire en sorte que tout le déchet soit une ressource. Et plus on est pauvre, plus on a tendance à considérer qu'effectivement, les déchets sont une ressource. C'est pour ça que vous avez une grande déchetterie, décharge qui s'appelle Mbebus au Sénégal, qui fait vivre des milliers de personnes à Dakar. Mais c'est impressionnant, quoi, tout ce qu'on peut retirer un peu des déchets pour le réintroduire dans le circuit économique, lui donner une seconde vie. Voilà, c'est ça. Il y a des beaux exemples qui sont à mettre en avant. En tout cas, merci beaucoup. Je voulais juste pour l'équilibre des genres, il y a Dorothée Biloa qui demande la parole. Je vais voir si ça va être la dernière personne parce qu'on arrive à la fin. Voilà. Est-ce que vous m'entendez, Dorothée? On vous entend pas. Ok. Bon, ben. Est-ce qu'il y a une question écrite féminine, Laurent? Je vais voir si j'arrive à le trouver. Vous avez la possibilité de Non, poser vos questions aussi sur le oui, chat. vous pouvez. Voilà, tout à fait. J'ai vu, je ne trouve pas pour l'instant. En tout cas, Peut-être si on peut désactiver mon micro, c'est pour ça que Dorothée ne parvient pas à nous joindre, parce que mon micro est encore actif. d'accord. Oui, peut-être c'est ça. Attendez un instant. Ça, peut-être.
Dorothée, vous m'entendez? Vous avez la parole, Dorothée? Non, toujours pas. Son Ok. micro est activé? Oui, oui, le Laurent. micro est activé pour Dorothée, oui. Bon. On n'entend pas. Ok, de toute façon, on arrive à la fin parce que Diego m'avait dit qu'il va falloir arrêter à 25. D'accord. Alors, je voudrais remercier encore une fois Farid Yakar. Merci beaucoup pour votre très belle présentation. Et je voudrais aussi faire un rappel pour tous les participants de continuer à participer au forum de discussion et aussi de mettre des informations et des commentaires sur le NBSAP forum dans lequel vous êtes inscrit. Si vous n'êtes pas inscrit, faites-le. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous. Très belle intervention et puis bonne continuation à tous. Merci, à bientôt. Merci Laurent et merci au PNUD. Au revoir. Au revoir.